Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, à l'épisode, on va jaser de publicité Facebook avec nul autre qu'Antoine Dalmas de chez J7 Media. Antoine, comment ça va? Salut Francis, merci beaucoup de me recevoir. Écoute, ça va super. J'ai hâte de parler justement de contenu parce que c'est un peu la première fois pour moi ce sujet. Oui, ben Antoine, tu sais, c'est toi qui es la voix, le visage derrière le podcast de J7 Media, où est-ce que vous créez quand même contenu pour aider autant les entrepreneurs que des freelances, que des agences à mieux comprendre comment investir en publicité Facebook. Et ton podcast, moi, ça fait quand même longtemps que je l'écoute. Peux-tu nous parler d'abord de comment tu es arrivé à devenir comme le créateur de contenu derrière J7 Media? Ouais, bah, avec grand plaisir. C'est une bonne petite histoire. Faut savoir que du coup, moi, je suis en France à la base. J'arrive à la fin de mes études et comme beaucoup de Français, je me dis, la suite se passera pas en France, elle va se passer au Canada. Et ce qui se passe, c'est que je pars évidemment à Montréal, pensant trouver du travail très très facilement, très très rapidement. C'est pas du tout le cas. C'est même très loin d'être le cas et je deviens un très bon laveur de table. Voilà, faut le dire. Après mon diplôme, je lave les tables comme personne. Je suis busboy dans une célèbre chaîne de brunch et je lave les tables vraiment à merveille. Mais bon, ça me fait pas tellement avancer sur ma carrière. Et ce qui se passe, c'est que à un moment, j'ai vraiment la chance, après quasiment un an à Montréal, à faire des petits boulots à droite à gauche, de rejoindre J7 Media, qui est à ce moment-là une très jeune agence de publicité sur Facebook. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient une activité un peu plus organique à propos de Facebook avant mon arrivée, mais là, ils étaient vraiment en train de se tourner sur Facebook Ads de manière générale. Et ils cherchaient quelqu'un pour justement pour gérer les campagnes de leurs clients. Alors les clients à cette époque-là, c'était beaucoup des restaurants sur le plateau ou même à Québec. C'était beaucoup du physique. Et très rapidement, on est passé sur du e-commerce, des infopreneurs, des lead gen, etc. Et pour répondre à ta question, parce que du coup, il y a quand même la variante contenu à ce sujet, et en fait, c'est que moi, j'avais déjà travaillé dans le numérique en France, plutôt sur l'emailing, sur l'affiliation, et tout ce qui était Facebook Ads, j'y avais jamais touché. Et c'était là d'ailleurs d'autant plus très stimulant parce qu'on m'a fait confiance là-dessus. On m'a dit, bah écoute, t'as pas tellement d'expérience sur du Facebook Ads, mais on va croire en toi. Et en fait, je me suis énormément éduqué sur le sujet, que ce soit avec des contenus américains, des contenus francophones, pour le peu qu'il y en avait à cette époque, honnêtement. Et en fait, j'ai eu une espèce de boulimie de contenu à ce sujet. En même temps, j'étais dans un environnement très stimulant avec J7 Media, faut être honnête. Et ce qui s'est passé, c'est que naturellement, j'ai commencé à faire des contenus, en fait, pas pour J7 Media de base, mais pour mon propre LinkedIn. Et j'ai commencé à faire, alors là, on en lit beaucoup plus, on en voit beaucoup moins Mhm. sur LinkedIn, je trouve, mais des articles. Tu vois cette fonctionnalité des articles LinkedIn. Et je commençais à en sortir sur justement l'avatar, sur le personnage, je veux dire, sur comment utiliser Facebook Ads, sur j'allais démarcher des experts Google Ads, des experts à cette époque il n'y avait pas Pinterest, mais des experts emailing, etc. pour leur poser des questions et faire en sorte que les gens lisent mes articles, s'éduquent dessus et quelque chose de vraiment intéressant à réutiliser derrière. Donc j'ai commencé à faire ça à côté de J7. En fait, forcément, J7 l'a vu et naturellement a commencé à me proposer de faire des articles. Et puis ensuite, on s'est dit, il faudrait qu'on lance un podcast. Donc le podcast a été lancé. J'ai commencé à toucher au podcast. Et ensuite, à ce podcast s'est ajouté, il y a quasiment un an maintenant, un autre podcast. Parce que là, toi, tu parlais de social selling qui est devenu social scaling. Et là, Exact. maintenant, je gère depuis un an No Pay, No Play, qui est un autre podcast qu'on a récupéré. Et du coup, maintenant, je suis un peu ouais, je peux dire que je suis un peu le monsieur contenu de G7 Media. Voilà, c'est là toute l'histoire. Ah, c'est tellement cool. Puis,
sais, moi aussi, je viens d'une époque où est-ce que des pubs, des formations sur Facebook Ads, ça n'existait pas. Donc, la seule Ouais, manière c'est vrai. d'apprendre, c'était de tester des trucs Oui, et effectivement là, de consommer du contenu à droite, à gauche. Hein. Donc, de nos jours, ben, c'est un peu plus simple, en guillemets, d'apprendre parce qu'on a accès à des formations. Il y a de plus en plus de contenu aussi de la part de Meta avec le Facebook Blueprint. Donc, il y a un peu clairement, plus oui. d'informations de nos jours. Mais fait que c'est super intéressant de voir ton parcours. Puis c'est ça, tu sais, là, présentement, c'est toi qui crée les contenus pour le podcast Social Selling. Ouais. Vous avez une infolette aussi. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours créatif? Comment tu fais pour vraiment comme planifier un peu ton contenu? T'es-tu un gars plus structuré? T'es-tu plus intuitif dans ton Mhm. approche au contenu? C'est une bonne question, effectivement. Euh, je pense que je suis à court moyen terme assez structuré, mais pas à long terme. C'est-à-dire que il y a quand même un truc qui est assez effrayant quand tu fais du contenu. Surtout que, faut le dire, mes 2 podcasts sortent toutes les semaines. Et il n'y a pas de vacances. C'est-à-dire, il n'y a pas on arrive à la fin de la saison, entre guillemets, on se revoit dans 3 mois après. Non, non, il y a toujours un nouvel épisode, à moins qu'évidemment voilà, on puisse pas faire autrement et qu'on fasse un replay, mais il y a quasiment toujours un nouvel épisode chaque mercredi ou chaque lundi. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que je suis obligé d'être un peu en avance. Par contre, de là à préparer tout le contenu en avance sur 1 an, voire 6 mois, c'est pas possible. Et je trouve même, et maintenant c'est avec de l'expérience, parce que j'ai plusieurs années à créer du contenu, euh, je trouve que c'est effrayant et ça peut justement faire perdre les pieds un peu là-dessus et perdre le goût même l'amusement un peu de créer du contenu parce que ça reste quand même super agréable. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et si ça devenait un point où il fallait que je prévoie tous les épisodes qui doivent sortir, ne serait-ce que les sujets que je vais traiter dans les 6 prochains mois, c'est pas possible. Donc, disons que enfin, pas un battement, j'ai une prévision à peu près à 1 à 2 mois d'avance à chaque fois. Et par rapport à la structure, qu'est-ce que j'utilise? Il faut savoir que chez J7 Media, c'est avant tout le podcast. Donc en fait, du podcast va découler la newsletter, va découler des contenus déclinés tu vois, des reels, des shorts, etc., qui vont être publiés notamment sur YouTube. Va décliner par exemple d'autres communications qu'on pourra utiliser. Donc je dirais que chez J7, et du coup moi ma stratégie c'est plutôt d'avoir un élément très central que tu vas te mettre à décliner. Je pense qu'il y a un terme en anglais là-dessus, mais tu sais, c'est un peu la roue des déclinaisons qui te permet de penser un peu moins. Parce que si tu devais avoir du contenu exclusif pour chaque canal, ça serait. Je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais ça serait dur. Ouais, tout à fait. Donc, vous, c'est un pilier de contenu vraiment principal qui est le podcast. Ensuite de Ouais. ça, on le décline sur les différentes plateformes, les différents formats. Ouais, fait que ça, c'est effectivement, là, je pense que tu sais, c'est vraiment un des meilleurs moyens d'être le plus récurrent et d'être le plus efficace aussi. Ouais. Tout à fait. Puis surtout avec une autre fréquence comme un épisode de podcast à tous les semaines, c'est vraiment c'est vraiment un beau défi, un beau challenge d'être Ouais. en mesure de livrer ça. Puis après ça, par rapport au fait de dire, ben, tu sais, toi, t'es planifié à peu près d'1 à 2 mois d'avance. Mhm. Tu sais, en même temps, c'est sûr que vous avez des saisonnalités un peu comme le Black Friday, que là, on sait Ouais. que c'est quelque chose qui s'en vient, puis vous êtes super bien planifié dans vos Black Friday avec vos clients, donc commencez à en parler tôt, que les gens puissent penser à se dire, ah oui, c'est vrai, ça arrive. Donc là, j'imagine, on est au mois d'août, vous allez sûrement déjà commencer à en parler un peu dans les prochains épisodes de podcast Black Friday, mais donc avec ces saisonnalités-là, ça te permet quand même d'être bien planifié Mhm. d'avance. Puis de toute façon, comme tu dis, ben, tu peux pas te planifier trop tôt. Tu sais, souvent, c'est ça, les gens ils ont l'impression qu'ils devraient avoir un calendrier de contenu qui est planifié comme 6 mois d'avance. Mais tu sais, les tendances évoluent tellement souvent. Ouais. Tu sais, il y a tellement de changements à la dernière minute. Donc oui, tu sais, tu peux avoir comme un aperçu de dans 6 mois, on a tel objectif d'affaires, mais ça veut pas dire que tu sais comment ton contenu devrait être produit. Parce que peut-être tu as des piliers de contenu qui vont s'être essoufflés, peut-être les tendances en termes de contenu, il y a certaines tendances qui vont avoir changé, évolué, donc tes formats vont devoir s'adapter. Donc, je pense qu'il n'y a aucun Mhm. problème là, d'être vraiment un peu plus réactif comme ça. Tu as mentionné la saisonnalité, et j'irais même plus loin, mais je pense que pour quelqu'un qui doit sortir du contenu de façon régulière, et là, du coup, pour moi, c'est
deux par semaine au moins, il te faut des contenus qui sont récurrents. Pas tout le temps, c'est-à-dire pas à chaque semaine, c'est le même concept qui revient, mais ça aide énormément d'avoir des contenus récurrents. Pour l'exemple, par exemple, avec Social Scaling, moi, je vais parler des 4 derniers tests qu'on a sortis sur les squads Facebook Ads, qui est une autre newsletter où là, on parle juste de tests. On va vraiment à fond dans le Ads Manager, c'est quoi qu'on a testé, comment on l'a testé, etc. Donc ça, c'est chaque mois. L'année dernière, je l'utilisais beaucoup plus, je le faisais beaucoup plus, mais c'était toutes les news de Meta dans les 30 derniers jours. C'était facile à faire à une époque où Meta communiquait énormément avec nous là-dessus. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, tu sais, depuis qu'il y a eu toute la vague de départ aussi. On va pas se le cacher de Meta l'année dernière ou début d'année, je ne plus tellement souvenir. Donc, c'est quelque chose que j'avais de la facilité à faire à ce moment-là. Et là, comme tu l'as dit, les ressources ont changé, donc j'ai pas pu prendre autant de temps. Par contre, je vais avoir tous les trimestres un épisode sur comment se porte le groupe Meta, quelles sont les grosses nouveautés. Et là, du coup, je peux aller chercher facilement les grosses news qui sont sorties les 30 derniers jours. Je peux parler des visuels du moment, je peux parler d'études de cas qui arrivent tous les trimestres. Et ça, c'est vraiment le conseil, c'est ayez des épisodes qui reviennent régulièrement, qui sont faciles à travailler pour vous, parce que ça vous donnera plus de ressources et de temps et de tout, même d'esprit, pour créer des contenus qui, en dehors de ces concepts récurrents, qui sont beaucoup plus impactants, qui sont peut-être un peu plus novateurs, où vous pouvez peut-être un peu plus vous mettre en danger sans mettre en danger votre audience, enfin votre audimat entre guillemets. Ouais, c'est tellement un conseil important donc tu as ton pilier de contenu, mais à l'intérieur de ton contenu, de ton pilier de contenu, tu as des thèmes récurrents qui reviennent. Exact. Puis ça, effectivement, je pense que c'est vraiment important de souligner ça parce qu'effectivement que ça te permet de dire comme OK, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Donc, à la place d'être tout le temps en train de rechercher de nouvelles idées, d'avoir cette fondation-là, je pense que ça aide quand même beaucoup aussi à être efficace dans notre création de contenu parce qu'on sait comment aller faire tel genre de recherche pour les nouveautés Facebook. On va parler un peu, d'ailleurs, un peu plus tard, là, tantôt dans l'épisode, on va parler de cette notion-là des nouveautés Facebook, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on va revenir là-dessus. Mais avant ça, peux-tu nous parler justement, tu sais, comme... Donc là, tu vas parler un peu de ces thématiques-là récurrentes. Donc, les tests que vous faites, les nouveautés méta, des études de cas. Donc, ça, c'est à peu près 3 de vos thèmes récurrents. Mais sinon, est-ce que à quel point tu pars du data ou de l'analyse statistique de campagne de clients que vous faites pour te trouver des idées de sujet? Est-ce que ça fait partie un peu de la manière que vous travaillez? Bonne question. Donc, si j'élargis un peu ta question, ce serait aussi de se dire comment je trouve tous mes sujets. Est-ce que c'est du data? Est-ce que c'est... OK. Plusieurs points. Pour trouver du sujet, notamment, je vais regarder ce qui se passe ailleurs que dans mon marché, c'est-à-dire que je vais pas regarder ce que font des gens sur Facebook Ads parce que j'ai pas du tout envie d'être copier-coller. En fait, j'ai cette crainte de me dire j'ai vu ça, du coup je vais y penser, du coup je vais juste copier. Donc ça c'est le premier point. Donc je vais aller regarder d'autres types de contenus. Là c'est intéressant parce que il y a eu un moment où par exemple sur une autre chaîne YouTube j'avais vu qu'ils utilisaient beaucoup comment ça s'appelle les répondeurs téléphoniques. C'est-à-dire que ils ouvraient un répondeur téléphonique et ils écoutaient tous les messages. Et en fait, par exemple, ça, je l'avais utilisé dans Social Scaling où j'avais demandé à tous les directeurs de compte, donc les personnes qui gèrent des publicités, qui gèrent de la publicité sur Facebook, de répondre à une question en vocal et de m'envoyer ce vocal et que moi, derrière, je puisse les écouter à la chaîne et échanger avec toute mon audience en disant cette personne, elle a dit ça, je sais parce qu'elle généralement elle travaille sur tel type de compte, etc. Donc vraiment faire du react à des types d'audio. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur un magazine qui faisait ça sur des petites vidéos, ce qui prenait pas énormément de vues. Et ça m'a permis de le décliner. Donc ça, c'était un premier conseil. Deuxième conseil aussi, tu l'as mentionné un peu au début, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça, entre guillemets. Il faut comprendre que forcément, si tu as de la croissance sur un podcast, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens nouveaux qui vont arriver et qui auront probablement, et qui vont pas d'ailleurs, je pense, aller regarder tes anciens contenus. Donc, c'est pas dérangeant aussi tous les 6 mois d'aller regarder tes contenus les meilleurs,
vraiment les meilleurs, et essayer de les reformuler pour ressortir la même information, mais sous un angle différent. Par exemple, j'ai fait pas mal d'études de cas autour du scaling sur Facebook Ads, qui consiste simplement à augmenter ton budget sur Facebook Ads. On a des vraies études de cas à ce propos. Et en fait, l'idée, c'est que ça faisait un moment qu'elles étaient sorties, ces études de cas. Je ne pouvais pas les ressortir. Donc, je vais dire les 11 conseils pour scaler sur Facebook Ads tirés de nos études de cas. Et là, du coup, je reprends juste les meilleurs passages de ces études de cas et je les réexplique, moi. Donc ça, c'est la deuxième technique. Un autre point qui va être intéressant, évidemment, et là tu commences tu l'as mentionné aussi, tu l'as pointé du doigt, la data. Finalement, quels sont les résultats qu'on a? Eh ben, c'est certain que moi, je vais suivre très régulièrement un peu tous les gros comptes de l'agence. Je vais suivre aussi tous les nouveaux, parce qu'on a cet objectif avec J7 Media de faire amener nos clients à dépenser plus sur Facebook Ads, tout en étant rentable évidemment. Donc, en fait, c'est très simple. Dès lors que je vais avoir un annonceur qui a augmenté drastiquement ou augmenté de façon significative son budget, moi, je vais le voir grâce à des outils Facebook Ads, donc le Ads Reporting par exemple, pour le citer, et je vais aller voir le média buyer ou le directeur de compte qui est derrière ce compte chez J7 Media. Je vais lui demander, bon, ok, t'es arrivé à tel résultat, comment t'as fait? Est-ce que tu veux venir l'expliquer toi-même sur un podcast, ou est-ce que tu me donnes toutes les clés pour que je puisse moi l'expliquer, l'exprimer sur un podcast? Donc là, le data vient, et après, ça peut être quelquefois aussi des grosses études un peu, c'est-à-dire à la fin 2023, j'avais sorti toutes les meilleures publicités, disons les publicités qui avaient reçu le plus de dépenses autour de tous les clients de J7 Media. Et en sortant cette liste des 20 meilleures publicités ou des 20 meilleures audiences, qu'est-ce que je peux en déduire sur Facebook Ads? Qu'est-ce que je peux en déduire sur les comptes qui dépensent le plus? Qu'est-ce que je peux en déduire sur les e-commerce, etc., etc. Donc là, la data rentre absolument en jeu. Et dernier conseil, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appliqué chez J7 depuis le début. Et je pense qu'il y en a un qui l'a très, très bien formulé, qui est évidemment pas chez J7 Media, qui, je sais pas si tu le connais, s'appelle Alex Hormozy. Ouais. Ouais, Alex Hormozy, qui est l'entrepreneur américain vraiment du moment, qui a sorti peut-être 2 livres, mais qui sont des livres titanesques au niveau du marketing. Et en fait, il expliquait à un moment dans une vidéo parmi toutes celles qu'il a sorties que à une époque, il avait des rendez-vous pour justement pour faire du contenu avec son équipe, et qu'à chaque fois ça l'embêtait. À la fin, il a dit mais filmez-moi tout le temps pendant que je travaille, parce que c'est moi le contenu en fait. C'est moi le contenu. C'est le fait que je travaille, c'est le fait que je prenne des décisions qui est le contenu. Et chez J7, on a appliqué déjà ça, mais je trouve qu'il l'a bien formulé. C'est le fait que je vais très peu créer du contenu qui n'existe pas. Je vais surtout prendre quelque chose qu'on crée nous, qui provient de notre travail à tous les jours. Parce que déjà, ça a plus de valeur. Déjà, c'est plus ancré dans la réalité, et puis dans la réalité d'un média buyer. Parce que si je continue à sortir des grands théorèmes et des grandes phrases de personnes qui ne font plus du tout de Facebook Ads, c'est sûr que dans 6 mois, on n'écoute plus social scaling. Ça n'a plus aucun sens. Donc, il vaut mieux être dans le réel. Et puis, les gens, si les gens viennent chercher du Facebook Ads, autant leur servir ce qu'on fait nous réellement dans l'agence. Je trouve que ça a beaucoup plus d'impact. Donc voilà, c'est pas mal de concepts. Donc c'est réutiliser ce qui a déjà fonctionné, réutiliser peut-être plus tard, le changer de forme, avoir du récurrent, évidemment utiliser du data autour de tes clients, utiliser ton travail, c'est-à-dire ce que tu fais à tous les jours comme une source de contenu, et puis faire aussi quelques recherches évidemment sur d'autres marchés, trouver des concepts, les appliquer à toi-même, et éviter justement de se cantonner à ton marché, à savoir pour moi Facebook Ads, parce que sinon je réinventerais, je ferais que copier des choses, et j'ai pas envie d'avoir cette étiquette-là. Je sais qu'un des plus gros points de douleur ou un des plus gros challenges, défis des gestionnaires de communauté, des créateurs de contenu internes comme toi, mettons, souvent c'est d'avoir accès à l'information. Tu sais, donc, on n'a pas de processus interne pour avoir accès à l'information sur les différents projets, sur les différents dossiers. Puis ce que je trouvais intéressant dans ce que tu mentionnais tantôt, c'est que toi, tu as accès à Facebook Ads, puis au Ads Reporting, puis à tous les comptes clients qui te permettent de garder un œil puis d'essayer de comprendre, OK, de quoi on pourrait parler. Je trouve que c'est tellement c'est tellement important que je voulais revenir là-dessus, parce que souvent, c'est ça le plus gros défi des gens. Hein? Fait que là, tu sais, toi, mais ça aurait été facile pour toi de dire, tu sais, je sais pas comment
Je sais pas comment faire pour aller chercher le data. Fait que là, tu sais, je vais juste comme rencontrer les médias buyers, tes gestionnaires de compte pour essayer de leur jaser puis aller chercher de l'information. Mais tu sais, tu as réussi à trouver un outil interne qui permettait d'accéder aux data. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que malgré le fait que tu as accès à cette information-là, tu prends quand même le temps d'aller jaser avec tes médias buyers pour dire comme OK, peux-tu me parler de ça? Est-ce que tu peux venir sur le podcast pour en jaser? Puis ça, je pense que c'est important. On dirait on fait pas assez ça dans les business. On dirait les gestionnaires médias sociaux attendent le contenu et on n'est pas assez proactif souvent ou des fois on est juste proactif puis on n'a pas d'autres outils pour nous permettre de moins échapper de sujet ou quoi que ce soit. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de revenir sur ce point-là, de se trouver des outils et des processus internes. Là. Je vais même ajouter un autre process parce qu'on commence à être beaucoup chez J7. Je pense qu'on doit avoir au moins une bonne dizaine de personnes qui fait de la publicité sur Facebook Ads de manière générale, au moins une dizaine. C'est sûr que moi, je vais naturellement aller regarder certains. Mais ce que j'ai ancré comme process, alors que ça vaut pour le podcast, mais ça vaut aussi pour des workshops qu'on anime à l'interne, ou du moins pour des membres externes qui souhaitent devenir meilleurs en Facebook Ads. Peut-être on parlera un petit peu plus tard, mais en fait, je leur envoie des tickets Asana, mais je leur envoie des tâches. Et c'est-à-dire que tous les mois, à une certaine date, ils doivent me rendre ce ticket avec à l'intérieur quel est le test qu'ils ont mené sur Facebook Ads et quels résultats ils ont. Évidemment, moi, je vais chercher des bons résultats. S'ils ont eu des tests qui ont eu de mauvais résultats, je suis prêt à le prendre si on a eu un apprentissage derrière. C'est-à-dire que s'il me dit, moi, j'ai lancé cette pub, ça n'a juste pas marché, je le prends pas. S'il me dit, j'ai lancé cette publicité, ça n'a pas marché, mais parce qu'on a observé que cette publicité, finalement, elle n'était pas du tout adaptée, bref, etc., et que je peux en sortir de l'apprentissage, là, je vais le prendre. Donc, pour aider justement les personnes qui ont cette problématique d'aller chercher l'info, alors, c'est un process, il faut que tout le monde respecte ce process, évidemment, donc c'est surtout maintenant d'arriver à l'intégrer, mais de demander à ce que chaque mois ou je sais pas, chaque semaine, dépendamment de la quantité de contenu que la personne essaye de créer, que les gens qui ont la main dedans, quoi. Enfin, pour moi, par exemple, j'ai un petit peu de publicité Facebook maintenant. Ça va vraiment dépendre de l'activité, mais il y a des gens chez J7 qui font ça toute la journée. Eux peuvent me sortir beaucoup plus de contenu que moi de mon côté. Donc, je leur demande. Chaque mois, ils répondent à mon ticket. Ils me disent, moi, j'ai ce client avec lequel j'ai testé ça. Voici le métrique qu'il fallait atteindre. Voici ce qu'on a atteint. Voici ce qu'on compte faire sur les prochaines semaines, voire sur le prochain mois, parce qu'on a réussi. Donc, vous, si c'est votre cas, essayez de l'appliquer dans votre entreprise. Je pense que ça pourrait être plus automatique et plus agréable que à chaque fois d'aller harceler les gens, parce que je vois très bien la situation dont tu as fait mention, et qui est peut-être pas très agréable pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Quand je travaille avec mes clients, j'aime toujours leur faire découvrir des outils numériques, surtout quand c'est des entreprises québécoises. C'est pourquoi j'étais vraiment excité quand WebSelf m'ont approché pour commanditer le Social Show. Tu connais pas WebSelf? C'est une plateforme de création de sites web développée à 100% au Québec. Tu veux créer un site web gratuit, simple, puis sur mesure, que tu sois travailleur autonome, un entrepreneur ou que tu veuilles vendre des produits en ligne, WebSelf, c'est vraiment l'outil qu'il faut. Avec WebSelf, créer ton site web se fait en 3 étapes, simples et rapides. Tu choisis ton template, tu rédiges tes textes et t'importes tes images et il te faut juste cliquer sur le petit bouton « Publier ». Pas besoin de compétences techniques avancées. Ce qui est génial avec WebSelf, c'est que tu peux tout gérer au même endroit.
ton site, ton hébergement, puis même ton nom de domaine. En plus, tu vas avoir accès à un support en français pour gérer tout ça. Et si tu veux vraiment pas te casser la tête, tu peux même déléguer la création de ton site web à l'équipe de WebSelf. En plus, leurs forfaits sont parmi les moins chers sur le marché. Pour tous les auditeurs du podcast, WebSelf offre un code promo spécial. Utilise le code SOCIAL20 pour obtenir une réduction exclusive sur ton abonnement. Visite webself.net pour commencer à créer ton site web gratuitement dès aujourd'hui. Un gros merci à l'équipe de WebSelf de commencer le podcast. De retour avec notre invité. Donc là, on voit que vous êtes ou tu es super structuré, des plis de contenu, des thèmes récurrents. On a des processus clairs en place pour aller chercher l'information afin de te simplifier la vie quand vient le temps de trouver des idées de contenu ou des angles. Ça serait quoi ton plus grand défi par rapport à la création de contenu? La création de contenu, moi, c'est vraiment, comment dire, c'est rester pertinent, je pense, parce que on se donne cette mission-là quand même avec J7 d'être au devant de la scène, notamment sur le contenu et de proposer un contenu qui permet d'être un peu novateur sur Facebook Ads. Enfin, du moins, on essaye d'avoir du contenu qui est vraiment pertinent et qui est un peu en avance sur le reste des autres contenus qui peuvent sortir. Moi, en tant que créateur de contenu, je pense que mon plus gros dilemme, c'est surtout mon plus gros objectif et donc la plus grosse contrainte, c'est d'arriver à avoir un contenu qui explose. On a eu ça quelques fois sur social scaling, notamment sur des vidéos YouTube, où elles ont commencé à dépasser un certain nombre de vues. Moi, c'est ça mon objectif. Donc c'est comment je peux penser à un contenu qui nécessairement va commencer à devenir viral, nécessairement va commencer à être partagé par les bonnes personnes, etc. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis après, sinon l'autre gros obstacle, c'est finalement la page blanche, tu vois, parce que forcément ça peut arriver. Il peut y avoir des moments où il n'y a pas de contenu intéressant qui est arrivé. Toi, il faut que tu trouves quelque chose. Mais ça, pour le coup, je pense surtout sur cette année, je suis arrivé à m'en défaire petit à petit parce que avec les années qui se sont enchaînées sur ce poste-là, j'ai vraiment observé que quoi qu'il arrive, il y a toujours un contenu qui va tomber. En fait, il y a toujours un contenu qui va tomber. Donc, je préfère ne pas regarder les pages blanches. Je préfère ne pas me dire que ça va arriver parce que dans tous les cas, quelque chose, et ça s'est toujours passé de la sorte, il y a toujours un contenu qui est tombé finalement, où j'ai pu expliquer, où j'ai pu prendre à la volée et qui m'a sorti, entre guillemets, de ce pétrin qui peut arriver à toute personne qui gère des communautés, qui crée du contenu surtout. Oui, tout ça grâce à la structure que vous avez en place, Notamment, ouais. évidemment. Rentrons dans le vif du sujet. L'importance d'investir en pub Facebook ou en paid là, sur le social de manière un peu plus large. On voudrait investir en pub, mais on ne sait pas à quel moment débuter, comment trouver un juste équilibre entre l'organique puis le paid. Ce serait quoi tes recommandations pour les gens qui sont dans ce processus-là, qui disent on aimerait ça y aller, mais on ne sait pas vraiment quand ou comment? D'accord. Je pense qu'il y a deux gros éléments. Le premier, et en même temps, celui-ci va être validé en même temps par la publicité sur Facebook, mais imaginons que vous vous lancez. Vous venez de vous lancer, donc vous n'avez pas nécessairement du trafic, vous n'avez pas nécessairement une communauté autour de vous, mais vous faites de gros efforts en organique. C'est certain que la publicité va vous aider. La publicité va vous aider, mais ça va pas pour autant vous sortir tout de suite de la situation où vous débutez. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que à ce moment-là, si vous vous lancez en publicité sur Facebook, il y a un élément qui va être capital, je dirais, dans votre réussite sur Facebook Ads, c'est l'offre. Et puisque vous débutez en termes d'entreprise, organiquement, etc., vous ne pouvez pas encore savoir si votre offre, elle va fonctionner à grande échelle. Donc ça va être un premier point. Ou du moins, ça va être une première position. La deuxième position, c'est qu'à l'inverse, je suis une entreprise qui existe déjà, qui a toujours misé sur l'organique et qui a eu de bons résultats, qui a pu prouver que son offre fonctionnait de manière générale, et là qui commence à se demander est-ce que j'ai envie de passer à l'étape supérieure? Est-ce que, un peu comme une entreprise qui ouvrirait son capital à des investisseurs externes, est-ce que j'ai envie que ça aille plus vite? Est-ce que j'ai envie que ça grossisse beaucoup plus?
Là, je pense que la publicité de manière générale est tout indiquée. Je pense que Facebook Ads est tout indiqué parce que vous avez une preuve de concept. C'est-à-dire que vous savez que ce que vous vendez, que ce soit du service, du produit, etc., fonctionne. Et que là, il faut juste l'articuler autour d'un canal publicitaire qui pourrait être Facebook Ads. Donc, dans ces cas-là, moi, je vous dis, allez-y. Ça va être un immense accélérateur par rapport à votre activité. Pour le premier, par contre, pour la première situation, là où vous êtes, vous démarrez organiquement, mais en tant qu'entreprise aussi, c'est certain que ça va vous aider. Mais les 2 trucs qu'il va falloir faire, c'est tester des offres, être certain que votre offre fonctionne, et surtout, et là pour le coup, je tiens quand même à le mentionner, mais il va falloir que vous prévoyez un budget qui soit assez honnête. C'est-à-dire que si vous êtes un e-commerce et que vous commencez à, je sais pas, dépenser 5 euros, 5 dollars par jour, alors que votre produit coûte, je sais pas, 35, peut-être 40 euros ou 40 dollars, bah, c'est certain que ça va être un peu compliqué. C'est certain que vous risquez de finalement pas avoir des réponses assez rapidement. On pourra l'expliquer après sur les bonnes pratiques de Meta, mais Meta, il lui faut du volume quelque part. Meta, il lui faut de la marge. Et si vous vendez des produits qui sont à 40 euros pièce ou 40 dollars pièce et que vous mettez un budget de 5 dollars, bah, ça risque de mettre beaucoup de temps avant qu'il y ait les premières conversions. Et parce que vu que c'est vos débuts, vous allez être assez hésitant, vous risquez même d'arrêter des tests parce qu'au bout de 2 jours, il n'y a rien, et alors que vous pensez qu'en 2 jours, c'est possible. Voilà, il y a toute cette espèce de problématique, je dirais, autour du budget, surtout quand on démarre, qui est important à prendre en compte. Et c'est un conseil, je pense, pour les personnes qui envisagent la publicité Facebook, c'est de se dire, OK, on prévoit un budget qui est de temps, et on le prévoit réellement. C'est-à-dire, on prévoit réellement de le dépenser, d'apprendre des choses, parce que c'est comme avec l'organique, c'est-à-dire que vous allez poster des reels, vous allez poster des carousels, vous allez poster le matin, le soir, vous allez faire certains appels à l'action. Certains contenus vont pas du tout marcher, d'autres très bien. Ben, c'est parce que vous avez testé, quoi. Donc, vous n'avez pas d'autre chose que de faire la même chose avec Facebook Ads. C'est certain qu'il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres, mais on peut pas prévoir, enfin, comment dire, je préfère être très honnête, on peut pas prévoir le succès instantané à tout le monde tout de suite. Voilà. Si je peux répondre comme ça. Tellement d'éléments clés dans ce que tu viens de répondre parce que effectivement, tu sais, donc d'un côté, puis ça c'est quelque chose que je trouve que vous faites vraiment bien dans le podcast, c'est d'expliquer l'importance de tester, tester des offres, tester des visuels, tester des fonctionnalités Facebook Ads. Donc, ne pas avoir peur de tester. Souvent, mais justement, les gens, l'erreur qu'ils font souvent, c'est qu'on veut tester de la pub Facebook, mais que justement, on teste un budget, mais ce budget-là, on essaie de le dépenser sur la plus longue période possible parce qu'on pense en termes de temps à la place de penser en termes d'optimisation du budget. Donc ça, c'est vraiment une erreur, moi, que je vois vraiment fréquemment. On a tel budget, puis on va le mettre sur un mois. Mais en réalité, c'est l'inverse qu'on devrait faire. On devrait prendre ce budget-là puis essayer de l'optimiser par jour à la place pour essayer de générer un maximum de résultats rapidement puis sortir des phases d'apprentissage. Mais fait que ça, c'est vraiment un élément clé, je pense, que tu amènes. Donc, ce juste équilibre-là entre l'offre et le budget, qui sont quand même des éléments sur lesquels on oublie, puis l'importance de faire des tests. Puis je pense aussi, moi, c'est comme ça souvent que je l'enseigne là, dans mes formations Facebook Ads, de dire, ben, tu sais, la clé, moi, le sweet spot entre l'organique puis le paid, c'est que ton organique permet de faire des tests par rapport au contenu, que tes meilleurs contenus, c'est ceux-là que tu peux intégrer à tes campagnes publicitaires, parce que souvent, une autre erreur que je vois souvent, c'est que les gens disent « Ah, je fais de la pub Facebook, fait que le contenu a un look publicitaire. » Et c'est là que ça fonctionne pas parce que c'est trop une pub, fait que les gens vont skipper et il n'y aura pas de résultat par rapport à la pub. Donc, toi, de ton côté, quand on parle de trouver cet équilibre-là entre paid et organique, comment tu adresses ce sujet-là? Tu as mentionné un point hyper intéressant, c'est le fait que tu peux tester des contenus en organique et s'ils fonctionnent en termes d'engagement, en termes de viralité, en termes de portée, ça devient des contenus, ou du moins ça peut devenir des contenus de publicité. C'est clairement quelque chose qu'on fait. Alors, nous, il faut le savoir, vraiment, chez J7 Media, on ne gère pas l'organique.
À aucun moment, on est vraiment porté sur de la publicité. Mais ce qu'on a observé, de toute façon, ça date depuis plusieurs Black Friday, c'est que beaucoup d'annonceurs qui fonctionnent très bien au Black Friday, etc., ont une communauté, font de l'organique. Pourquoi? Parce que forcément, ça crée un écosystème. Et aussi parce que, et ça, on l'a testé à plusieurs reprises, et ça peut s'expliquer, font aussi de l'organique. Et nous, même si on ne gère pas du contenu organique, ça ne nous empêche pas d'aller regarder quelquefois le compte Instagram ou le compte Facebook de l'annonceur, repérer, OK, c'est quoi les derniers contenus qu'il a sortis. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot en termes de visibilité? Et est-ce que ce contenu pourrait être utilisé comme une publicité? Parce que c'est certain que si votre Reels porte sur un chat mignon qui tombe d'un canapé de façon très mignonne, bon, c'est sûr que ça va faire des vues, c'est sûr que voilà, vous allez avoir de l'attention, mais c'est inutilisable en termes de publicité sur le produit ou le service de l'annonceur en question. À moins que vous soyez un génie du marketing, je pense que c'est un peu complexe. Ou du moins l'utiliser au tout début de votre publicité pour attirer l'attention et tout de suite changer avec votre contenu. Bon, c'est des trucs qui peuvent être faits. Pourquoi ça marche? Parce que du coup, on l'a testé à plusieurs reprises. À chaque fois, des bons contenus organiques qui présentaient le service ou le produit, qui avaient beaucoup d'engagement, donc vraiment ce que j'appelle engagement, là pour le coup, on va vraiment rester simple, c'est des likes, des partages, des commentaires, etc. Lorsqu'on les passait en publicité, c'était des accélérateurs. C'était vraiment des accélérateurs en termes de résultats. Si bien même que à une époque, on a fait un test. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec une société qui est dans plusieurs pays différents et qui est aux États-Unis notamment. Et aux États-Unis, ça a été assez flagrant. C'est-à-dire que on était dans une problématique où on vendait des courses. Voilà. On vendait des courses. Et en fait, ce qui se passait, c'est que nous, on avait des offres, donc des offres un peu agressives, c'est-à-dire qu'à certaines dates, la course, soit on active un rabais, soit on explique que le prix de la course va augmenter, parce que évidemment, on favorise les early birds, les gens qui achètent très tôt plutôt que très tard. Et en fait, on tournait très souvent autour de ça. Donc ça, c'était le point 1. Sauf que on s'est rendu compte que ça nous demandait énormément de publicités différentes, parce qu'à chaque fois, une fois que la date passait, une fois que la promo était passée, fallait qu'on recrée des publicités. Et en fait, on a changé un peu ça. Pourquoi? Parce qu'on avait observé que dans ce domaine, précisément, dans ce type de course, aux États-Unis, les courses étaient gratuites. Or, nous, on avait des courses payantes. Ok? Et comment les concurrents faisaient en sorte que ce soit gratuit? Bah, c'est simple. T'arrivais, ton parking te coûtait les yeux de la tête. Tu devais manger que ce qu'il y avait autour dans l'event, donc ça te coûtait. Et en fait, en gros, tu achetais ton ticket en consommant tout ce qui allait là-bas. Ok? Et nous, forcément, on pouvait plus trop travailler sur le fait quand on a découvert ça, on ne pouvait plus trop travailler avec le fait que il y a un rabais, etc. Parce que le public américain était pas du tout là-dedans. Était pas du tout dans je paye un event, parce que généralement les events sont gratuits. Moi, je t'explique ça parce qu'il y a un moment où ça devient intéressant par rapport à notre sujet, c'est-à-dire le contenu organique. Donc, on a switché de sens un peu avec ça, et on est parti sur une publicité qui ressemblait à un contenu organique, c'est-à-dire on voit des personnes qui participent à cette course, qui participent à cet événement, et notre titre, c'était, alors que c'était une publicité en conversion achat, etc., notre titre, ou dans la rédaction, c'était compose ton équipe pour venir, parce que c'est un événement, donc forcément les gens viennent à plusieurs. On s'attendait pas à un tel résultat, mais en fait, il y a eu une vague d'engagement autour de cette publicité. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de partages, il y a eu plein de rédactions, il y a eu plein de commentaires, c'est-à-dire des gens qui se taguaient en disant viens, on participe ensemble, etc., etc. Et naturellement, notre coût par 1000 impressions, donc littéralement ce qu'on paye sur Facebook Ads pour apparaître, a largement baissé et nous a permis d'avoir de bien meilleurs résultats, et surtout d'avoir des publicités qui durent beaucoup plus longtemps. Et encore une fois, ça c'était grâce à l'approche un peu plus organique que simplement de la publicité telle quelle. Donc je te rejoins à 100%. L'organique n'est absolument pas acheté, loin de là. Justement, je pense que c'est un labo qui te permet, lorsque tu découvres quelque chose qui fonctionne bien, de l'amener derrière justement sur tes publicités. Ça va faire un sacré accélérateur, et Meta va te favoriser, parce que Meta a tout intérêt à ce que le contenu que toi, en tant qu'utilisateur, tu croises sur Facebook ou Instagram soit de bonne qualité, que tu engages avec de façon positive, parce que forcément, si tu engages positivement avec la plateforme, bah, tu y restes. Alors que si tu as des
des publicités qui sont abominables ou des faux concours et des trucs qui sont très clickbait, Meta va te sanctionner, va te faire payer très très cher ta diffusion, voire même va peut-être même bloquer ton compte publicitaire pour les plus forcenés, je dirais. Tellement un belle étude de cas qui démontre justement cette importance-là de comprendre d'un côté le contenu organique, mais de l'autre côté aussi comprendre comment l'algorithme publicitaire fonctionne, qui est pas si différent de l'algorithme organique en fait là, sur Facebook. Non, exact. Donc, c'est exactement ça. est-ce que tu veux nous parler peut-être de certaines meilleures pratiques qu'on devrait mettre en place en 2024 par rapport à la configuration des campagnes en lien un peu avec ce que tu nous parlais tantôt, là, donc d'avoir la bonne offre, d'avoir vraiment ce bon contenu-là organique. Aurais-tu d'autres bonnes pratiques en 2024, là, comment on devrait optimiser nos campagnes publicitaires? Ouais, sans problème. En fait, faut je pense depuis au moins 2021, on présente une campagne Facebook. En fait, toutes les campagnes Facebook ont les 5 mêmes éléments. Les 5 mêmes. Que tu sois un e-commerce, un infopreneur, un lead gen, etc., ou même un restaurant, vous avez toujours les 5 mêmes éléments qui reviennent. Et c'est un acronyme qu'on utilise qui s'appelle le PACTO. P-A-C-T-O. Le PACTO veut dire paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Imaginez une pyramide. L'offre est tout en bas parce que c'est le point le plus important. Lorsque vous démarrez en Facebook Ads, c'est un des éléments les plus nécessaires à tester et à valider surtout. Ensuite, vous avez le tunnel de vente. Imaginons, je suis un infopreneur, ça peut être un lead magnet, ça peut être du coup un contenu gratuit que je t'échange contre ton adresse mail, ou ça peut être un webinaire, ou ça peut être, je sais pas, un article de blog. Vous voyez, ça, c'est tout le support qui va te permettre de vendre. Ensuite, tu as les créatifs, donc évidemment le visuel, les rédactions, etc., etc. Tu as l'audience et en toute fin, tu as le paramétrage. Par exemple, une optimisation de paramétrage et même, je dirais, une bonne pratique en publicité sur Facebook, et j'ai plein d'exemples qui valident cette théorie, entre guillemets, c'est que l'objectif publicitaire que tu utilises va qualifier l'audience que tu reçois en bout de course. Je m'explique. On est, par exemple, sur un e-commerce avec lequel on a un lead magnet. Okay. Et on observe que donc on optimise en lead. Okay. On optimise pour générer des leads, pour que les gens, pour moins cher qu'un achat, entre guillemets, par rapport à une conversion, une campagne en achat, on va chercher des gens, on leur donne un contenu, ils obtiennent ce contenu, nous on leur parle du e-commerce, on leur fait une première offre, etc. Et aussi, ça, autre conseil, mais dès que vous avez un lead magnet, il faut qu'il y ait une offre tout de suite derrière pour convertir. Ça, c'est vraiment la base. Donc, je reviens à cette idée. On a cette campagne qui est en lead. Okay. Et sur Facebook Ads, vous pouvez très bien voir quels sont les autres événements, donc les achats, les ajouts au panier, les leads, etc., qui sont quand même attribués à cette campagne, à cette publicité. Et là, on observe que, eh bien, avec ce lead magnet, alors que c'est même pas son objectif premier avec la campagne, je parle, est de générer des leads, eh ben, on a quand même des achats. Okay. Donc, c'est bien pour nous, on a des achats, on doit avoir un retour sur investissement de, je sais pas, de 0,5 ou entre 0,5 ou 0,8, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même pas mal. Et on se dit, ok, donc si on a un lead magnet qui arrive à générer des achats alors qu'on n'optimise pas en achat, qu'est-ce qui se passe si on change? Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué la campagne. Et là, du coup, on l'a mis en achat. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes pubs, on avait le même tunnel de vente qui était un lead magnet, on avait les mêmes audiences, les mêmes paramétrages, entre guillemets, sauf l'objectif. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le retour sur investissement est passé de 0,5 à 2,35, à 3, à 4, etc. Et après, on a commencé à optimiser. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je vous dis que l'objectif que vous utilisez qualifie l'audience que vous obtenez sur Facebook Ads, c'est que imaginons que moi, je veux aller atteindre des photographes, je veux une audience de photographes, et Facebook va quand même me poser une question primordiale au début, c'est ok, tu veux des photographes, mais tu veux faire quoi avec? Est-ce que tu veux des gens qui commentent? Est-ce que tu veux des gens qui laissent des messages, qui laissent de l'engagement, qui like, qui commentent, etc., qui partagent? Est-ce que tu veux des gens qui sont capables de sortir de la plateforme pour lire un article? Voilà. Et en fait, forcément, s'il vous pose cette question, c'est que naturellement, lui est capable de détecter des sous-couches ou des sous-segments de cette audience qui sont capables de produire le résultat que vous voulez. Et c'est pour cette raison que lorsque vous êtes un e-commerce, lancez pas des campagnes
en trafic. Lorsque vous êtes un infopreneur, lancez pas des campagnes en trafic, lancez des campagnes avec un objectif de conversion et si possible l'objectif le plus poussé par rapport à votre business. Ok. Donc ça pourrait être un premier conseil. Est-ce que t'en veux d'autres? Oui, oui, ça c'est un conseil, je pense, qui est vraiment le plus important. Donc, de comprendre que l'objectif qu'on va configurer dans la campagne est vraiment directement lié à l'action qu'on veut que les gens prennent sur notre campagne. Donc, que ce soit d'envoyer un message privé via Messenger, que ce soit de converser sur un site web, donc de remplir un formulaire ou de vraiment passer à l'achat. Donc, ça, je pense que c'est un des éléments clés. Mais en lien avec ça, je pense qu'un autre élément clé qu'on doit comprendre, c'est que on doit avoir le bon outil pour que cette conversion-là fonctionne aussi. Donc, ça, c'est une question à se poser hein, avant même d'utiliser un objectif de conversion. C'est est-ce que mon outil de conversion va permettre que ça fonctionne bien? Par outil de conversion, tu penses, du coup, moi, je l'attribuerais au tunnel de vente. Ça pourrait être ça? Exact. Ouais. Ok. Est-ce que sur notre site web, notre formulaire est lié à l'API de conversion? Est-ce que notre pixel est intégré ou est-ce qu'on a la capacité de mettre ça sur notre site web ou sur notre page de vente? Donc ça, des fois, il y a des questions comme ça où est-ce qu'on doit se poser la question, l'endroit où j'envoie mon client, est-ce qu'on va être capable d'optimiser la conversion vers cet événement-là? Exactement. Donc dans ce cas-là, comme on vient de se dire, là par rapport à cette pyramide du pacto, on va plutôt traiter du tunnel de vente. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que je fais, comment j'arrive à faire convertir ces gens à mon offre. Imaginons que je suis un entrepreneur, l'idée c'est d'avoir des devis ou des demandes de devis. Naturellement, il y a, disons, 2 à 3 tunnels de vente qui s'ouvrent à moi. Le premier, c'est générer des leads sur mon site. Mais là, la question est effectivement importante, c'est est-ce que je suis en mesure de suivre le tracking, c'est-à-dire de suivre toutes les personnes qui sont sur mon site? Est-ce que je suis en mesure d'appliquer au moins, je dirais, le pixel Facebook Ads? Et le mieux, c'est quand même l'API de conversion. Alors, si vous êtes sur des plateformes très connues, c'est-à-dire des CMS comme WordPress, etc., il est possible que ça soit très facile. Si par contre vous avez un site qui est complètement créé de toutes pièces par vos propres soins, ça risque d'être beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, naturellement, si vous faites de la génération de leads, et Facebook l'a bien compris, je pense que c'est pour ça qu'il le propose, c'est que vous avez un autre format qui est le lead ad. Donc là, l'idée, c'est de proposer un formulaire directement sur Facebook pour que les personnes n'aient pas à sortir pas à sortir de l'application et à arriver sur votre site avec potentiellement les problèmes de tracking qu'il peut y avoir. Ça, c'est une excellente alternative. Je dirais même que c'est un excellent test à faire lorsque vous vous lancez. Imaginons que vous vous demandez un peu qu'est-ce qui est le plus facile, qu'est-ce qui va me coûter le moins cher. Ça pourrait être intéressant puisque vous avez une page de redirection avec un formulaire externe, vu que ça existe, de créer une campagne lead ad où les informations les plus importantes de votre page se retrouvent sur une lead ad et que vous testiez les deux. Alors évidemment, il est fort probable que vous ayez des coûts beaucoup plus bas avec une campagne de lead ad. Par contre, ça a un prix qui n'est pas justement le coût du lead, mais plutôt sa qualité. Très régulièrement, très souvent, la qualité d'un lead en lead ad est beaucoup moins élevée. Le lead est beaucoup moins qualifié. Quand on essaye de le relancer, ça fonctionne pas tellement, etc. On a très peu de clients avec lesquels on travaille en lead ad. Je sais que je connais d'autres agences qui travaillent énormément avec. Nous, on a vraiment vu de notre côté une diminution de la qualité. C'est pour ça que je conseille quand même particulièrement de travailler sur des comment ça s'appelle, sur des sites externes ou des pages de capture. Et pour le troisième élément qui me vient en tête, on a aussi le Messenger, qui là pour le coup sera plus pour l'Amérique du Nord, parce qu'en Europe pour le coup on est très bloqué par rapport à ça à cause du RGPD. Je ne sais pas si à cause de la loi 24 ça a changé nécessairement pour le Canada, mais globalement ça reste une bonne alternative si et seulement si je trouve si vous êtes réactif quant au message que vous recevez. Faut pas, disons que dès que vous recevez un message, l'idéal c'est de répondre tout de suite parce que vous savez que la personne est face à son écran et va voir votre réponse instantanément. Si vous attendez je sais pas, plusieurs heures, voire peut-être même un jour ou à la fin de la journée pour répondre à tous les messages, vous risquez de passer à côté de plein de personnes qui, là, sur le moment, avaient envie de convertir et finalement sont un peu fainéants, ou plus du tout envie ou du moins n'ont plus en tête de convertir avec vous dans l'immédiat. Donc,
pour ceux, par exemple, qui doivent générer des devis, moi, je penserais à ça, des tunnels de vente comme ça. Après, on peut être hyper créatif, on peut trouver encore plein d'autres choses. Il suffit d'y réfléchir un peu, je pense. On sait, chez Meta, là, les choses changent rapidement, ça évolue tout le temps. Quels sont les changements dont on devrait absolument être au courant pour la rentrée là, 2024? Ouais, écoute, je pense que, bon, alors pour ceux qui ont le nez dans le Ads Manager en ce moment l'ont vu, Meta vous propose de plus en plus des campagnes toutes faites. Des campagnes toutes faites et des campagnes qui sont très faciles à lancer, tout est facilité, etc. Ça sort pas nulle part, c'est aussi que Meta est en train de devenir un pilier de l'IA. Mark Zuckerberg l'a mentionné dans son dernier appel aux investisseurs, dans sa dernière lettre des investisseurs pour le deuxième trimestre de 2024, où il annonçait clairement qu'il voulait être numéro 1 d'ici la fin de l'année ou dans les 12 prochains mois au moins sur l'intelligence artificielle. Donc forcément, ça se répercute en termes de publicité et même en termes d'organique, parce que la diffusion des contenus et des publicités est bien meilleure en théorie, mais c'est surtout qu'il y a une flopée de petits outils à droite à gauche qui vous permettent, alors parfois ça apparaît pas, mais qui vous permettent par exemple de vous proposer une rédaction pour votre publicité en fonction de ce qu'il a pu observer sur vos précédents résultats. Je dis ça parce que je dis que ça apparaît un peu au bon vouloir, parce que sur des comptes où je le voyais certaines fois, ça n'apparaissait plus, puis après ça revenait. Bref. En fait, globalement, ce que je veux dire par là, c'est que Meta a pris déjà le virage de l'IA très fort et très au sérieux. Il y a des campagnes qui apparaissent ou qui ont fait leur preuve. Je pense notamment au Shopping Advantage Plus, qui sont de magnifiques campagnes pour les e-commerce, pour le coup, pas pour les infopreneurs. Si vous utilisez des objectifs de conversion achat, oui, sinon non. Qui sont de superbes campagnes, mais jamais pour tester. Je déconseille fortement de tester avec ce genre de campagne. Ouais. Je vous conseille surtout d'avoir des bons résultats, d'avoir des bons succès avec vos publicités. Et si ces publicités réellement fonctionnent à long terme, passez-les ensuite sur des Advantage Plus parce que on considère que ce sont des accélérateurs plutôt que des campagnes pour tester. Et autre point, je pense, là on parle beaucoup de l'IA évidemment. Je pense que c'est surtout sur les 6 prochains mois, voire peut-être sur les 12 prochains, qu'on va avoir les plus gros changements sur Facebook Ads. Je m'explique. Meta a lancé récemment Llama 4, qui est un peu sa propre version de ChatGPT entre guillemets, qui fait partie en vérité des meilleures IA génératives, en tout cas sur le texte du marché. Et en fait, Meta, sa volonté, ça a été surtout de sortir tous ces outils d'IA en open source. C'est-à-dire que moi, je suis un développeur, je peux utiliser et triturer cet outil dans tous les sens que je veux. Et à mon avis, ce qui va se produire et ce qu'on va voir apparaître, c'est que l'IA va arriver de plus en plus sur de la génération d'images dans le Ads Manager. Ça, c'est le point 1. Et notamment aussi, je pense, va apparaître encore plus dans le Ads Manager pour analyser des campagnes. C'est-à-dire, qui de mieux que l'IA de Meta pour analyser des campagnes en fonction des chiffres qu'il a sous les yeux. Ok, donc c'est pas arrivé encore. Je pense qu'on va arriver à là parce que c'est en open source, parce qu'il suffit que n'importe quel SaaS ou startup se monte pour créer cet outil, que Meta le voit et qu'il le rachète en se disant c'est bon, il y a une équipe qui a bossé pour nous, on n'a pas besoin de le faire, on le rachète, on l'instaure directement sur le Ads Manager et ça va aider forcément tous les gens à travailler. Donc globalement, l'IA va faciliter entre guillemets le parcours des utilisateurs sur Facebook Ads. Je dis pas que ça va remplacer une expertise. Je pense que ça va surtout faciliter les premiers venus. Mais entre les premiers venus et ceux qui sont très très bien installés, il y a un énorme gouffre. Et là, ce gouffre, t'en parlais, c'est autour du testing. Et ça, pour le coup, l'IA fera pas grand-chose pour vous à ce niveau-là. Par contre, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que l'IA est déjà là. Sur la page du tableau de bord, il y a beaucoup de recommandations automatisées Oui. de plus en plus qu'on peut activer ou désactiver. Ça, j'ai l'impression que c'est pas mal géré par l'IA déjà au niveau des
des recommandations d'optimisation en lien avec les résultats de campagne et la configuration de la campagne? Oui, de plus en plus, tu as tout à fait raison, effectivement. Toutes les pop-up et les pop-up et notamment les barres horizontales sur ton PC, oui, qui te dit ça, qui peut même te donner des notes, à propos de ta campagne en disant je sais plus c'est quoi déjà les échelles de notation, mais alors c'est bien. Je pense que c'est un premier pas. Maintenant, globalement, ce que va te dire Meta en permanence à ce niveau-là, c'est rassemble toutes tes audiences, rassemble ton budget, balance ta campagne et let's go, ça va marcher. Ouais, C'est constamment ça. En ouais, fait, c'est c'est constamment des ça. Bon, recommandations qui sont pas nécessairement alignées à ce qu'on peut exécuter avec la campagne, là. Donc, on nous dit, prends telle action, mais c'est oui, ouais. mais moi, c'est pas ça que je veux faire avec Genre, cette campagne-là. mets toutes tes billes sur rouge Ouais. et lance et on va voir. Ouais, donc globalement, c'est un peu ça. Quand je pense à des analyses pour le coup de méta, c'est vraiment comme si, imaginons, je sortais un export grâce à l'outil Ads Report que j'adore, qui est en top, un export de toutes tes données de campagne par jour. Tu l'envoyais sur ChatGPT, tu lui disais, bon là, qu'est-ce que tu observes? Tu vois, moi, j'attends plus de l'utilisation d'IA comme ça. Ah Et ouais. que là, lui qui soit branché te dise, OK, là, on voit qu'il y a eu tel truc, etc. Parce qu'en plus, tu l'as bien nourri autour de Facebook Ads en lui expliquant tous les grands concepts qui se disent, OK, donc là, à mon avis, soit il y a eu plus de compétiteurs qui ont lancé leur campagne, soit effectivement, tu as touché peut-être une poche qui était moins intéressante et Meta te l'a fait ressentir au niveau de ton CPM parce que tu intéressais moins les gens, donc il t'a fait dépenser plus cher pour apparaître devant ces mêmes personnes. Voici l'optimisation que tu pourrais faire. Moi, je pense vraiment à des trucs comme ça, en fait. Des trucs comme si tu avais comme si Meta en fait t'ouvrait les portes du truc et te disait non mais là tu fais n'importe quoi, tu devrais juste augmenter un petit peu ta fréquence sur ça, sur ça, sur ça. Et je pense on est encore très loin. Et comme tu dis, oui, l'IA est déjà bien installée, mais c'est vraiment des trucs encore plus poussés que j'attends, du moins. Très cool. Le temps passe vite, donc on va y aller avec la ronde des questions éclairs. Ce serait quoi ta plateforme préférée quand il est le temps de consommer du contenu? YouTube. Je suis un immense consommateur de YouTube, même les podcasts où j'avais YouTube Premium, enfin j'ai YouTube Premium, je l'utilise, j'écoute même des vidéos, c'est-à-dire que j'en suis au point de regarder, enfin généralement des vidéos que tu vas regarder, je les regarde pas, je les écoute seulement en podcast et en vérité beaucoup de vidéos peuvent être consommées comme ça. Si tu sais de quoi ça parle et si tu sais à peu près qu'est-ce qui va apparaître, t'as pas besoin de regarder. Ça serait ça serait quoi ton application ou ton outil essentiel dans ton workflow de création de contenu dont tu ne pourrais pas te passer? Ouais, c'est une bonne question. Je pense beaucoup à Asana, on travaille là-dessus et à mon avis, beaucoup de gens doivent dire Notion sur cette question. Moi, c'est pas du tout. Je suis vraiment sur Asana, voire Excel. Et je crois que c'est à peu près tout. Et ça marche. Pour l'instant, ça marche. Je me suis pas retrouvé avec aucun épisode du jour au lendemain, donc ça va. Présentement, c'est qui ton créateur de contenu préféré? Waouh, ça c'est une bonne question. Euh, En termes de vraiment professionnellement parlant ou Comme tu veux, ouais. comme un créateur que ces Euh, temps-ci, tu... Honnêtement, alors ça va être très cliché, mais euh, Alex Hormozy certainement fait partie du top. Je pense qu'il dicte quand même pas mal le ton sur la création de contenu et nécessairement aussi parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je trouve que lui aussi dicte complètement le jeu sur YouTube parce que je suis beaucoup sur YouTube et c'est MrBeast. Euh, et, euh, et, et c'est vrai que quand tu regardes ces publicités, enfin, quand tu regardes ces contenus vidéo par rapport à ce qui est proposé sur d'autres YouTubeurs du même calibre ou du moins qui vont utiliser le même sujet, on n'est vraiment pas sur. C'est pas le même rythme, quoi. Tu ne peux pas décrocher. Tu ne peux pas te décrocher d'une vidéo de MrBeast. C'est trop bien monté, c'est trop bien pensé, etc. Donc, je pense qu'il y a lui vraiment dans les très très gros. Après, sinon, ça sera vraiment très hors professionnel et très et pas nécessairement bien fait, mais c'est juste que le contenu me plaît de manière générale. Enfin, du moins, le sujet qui est traité me plaît. Donc En terminant, pour les gens qui aimeraient en savoir un peu plus, aller approfondir leurs connaissances en publicité Facebook, s'ils ont déjà fait des tests,
sont prêtes à investir un peu plus sur leur niveau de connaissance. Vous avez la J7 Academy qui peut aider les gens vraiment à aller à un autre niveau. Je ne sais pas si tu veux nous parler un peu de la J7 Academy. Ouais, absolument. Effectivement, la J7 Academy, donc que je gère dans J7 Media, l'idée, c'est vraiment de faire passer un media buyer à son niveau de base à un niveau bien meilleur et surtout le rester, parce que tu n'es pas sans savoir que Facebook Ads, ça change quand même pas mal. Il y a des stratégies qui apparaissent, il y a des stratégies qui disparaissent. Et ça, c'est un gros problème qu'on avait remarqué avec les media buyers qui sont en agence ou qui sont tout seuls ou qui sont les seuls dans, imaginons, le e-commerce pour lequel ils travaillent à travailler sur Facebook Ads. Donc, il y a une vraie solitude là-dedans. Et en fait, la J7 Academy, c'est la suite de notre propre plateforme de recrutement, pas de recrutement, mais plutôt pour dire, on recrute beaucoup de gens et en fait, on les forme avec nos propres contenus, nos propres formations. Et ces formations, à la fin, on les a ouvertes avec la J7 Academy à tout le monde. Et en fait, c'est ça. Donc, la J7 Academy, c'est vraiment un écosystème avec un groupe Slack dans lequel on peut se parler tous les jours de la semaine et tu as accès à toute l'équipe de J7 Media. C'est pas seulement les media buyers, mais ça peut être ceux qui créent les publicités, les rédacteurs, les experts emailing, les experts Google Ads, les experts tracking, les experts création publicitaire, etc. Donc, c'est un espace Slack, c'est des centaines d'heures de contenu sur des sujets très précis, du style comment tu analyses un tunnel de vente, du style quelle est la fondation, comment tu crées une fondation financière pour un e-commerce, du style quelles sont les 30 publicités à lancer dès le début lorsque tu démarres sur Facebook Ads. Donc, tu as ça. Et le troisième gros élément, c'est 2 workshops par mois. C'est-à-dire qu'il y a un workshop au début du mois où on t'explique tout ce qui a fonctionné chez J7 Media et ses clients dans les 30 derniers jours. Donc, vraiment pour te dire, on a dépensé tant pour ce type d'annonceur, on a eu tel résultat, voici ce qu'on en tire, voici ce qu'on va faire derrière. Donc ça, c'est le premier workshop. Et le deuxième workshop est un peu plus soit niché, c'est-à-dire on va traiter d'un sujet en particulier. Tu l'as mentionné, mais genre le Black Friday. Chaque année, on a un nouveau cours sur Black Friday parce que notre stratégie va évoluer, va s'optimiser, etc. Ou sinon, on analyse le compte publicitaire d'un des membres de l'académie pour lui donner un maximum de conseils et que ça profite évidemment à tous les autres membres qui regardent le concept. Donc, si ça vous intéresse et que vous souhaitez devenir meilleur sur Facebook Ads, moi, je vous invite à rejoindre la J7 Academy sur j7academy.com. Je pense que c'est vraiment une très, 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 très bonne formation pour tout niveau d'ailleurs, hein, pas seulement les gens qui sont déjà dans Facebook Ads. Merci Antoine pour toutes ces ces beaux partages. Merci pour ton précieux temps. Francis. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, j'aime bien parler de mon métier. C'était un vrai plaisir. J'espère que les gens tireront des conseils, surtout pourront appliquer des trucs que j'ai dit et que j'ai pas été trop généraliste dans ce que j'ai pu répondre. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe d'Isarta qui propulse le podcast, mais avec qui aussi j'offre plein de formations. Tu vas en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne. N'hésite pas à aller visiter le site web d'isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!